Nous allons discuter de la RH Tech, ou comment on a fait passer et on va encore faire passer la fonction RH d'une fonction support à une fonction stratégique. Et pour animer ce débat, cette table ronde, on a la chance d'avoir parmi nous Charles-Henri Bessert-Desor, professeur émérite HEC, président de la GRH, qui a donné de son temps pour à la fois faire en sorte qu'il y ait des auditeurs de partout dans le monde qui nous rejoignent, et il vous en dira deux mots, et pour animer ces débats. À ses côtés, Anne Daumaison, la VP vice-présidente talent du groupe Naval, de Naval Group, Nicolas Potier, Global vice-président RH sur la partie digitale et CMO pour le groupe L'Oréal, et Isabelle Perrault, vice-présidente RH et chef de la pratique talent du groupe BRP, Bombardier Recreational Products. Merci d'être parmi nous. Charles-Henri, je vais te laisser la parole pour pouvoir animer ces débats et je vous dis à tout à l'heure. Bien, bonsoir à tous. Je suis ravi d'être avec vous ce soir. Et c'est toujours le même problème. 17h30, on est encore dans le bon timing pour le couvre-feu qui, j'espère, ne va pas nous arriver à 18h demain ici à Paris. Alors, je suis ravi d'accueillir Anne, Isabelle et Nicolas. Alors, Nicolas, par exemple, est un vieux complice. On se connaît depuis pas mal d'années. Isabelle, c'est plus récent et Anne également. Alors, le titre de cette table ronde, c'est la RH Tech, ou comment faire passer la fonction RH d'une fonction support à une fonction stratégique. Je ne pouvais pas être insensible à ce titre, parce que je signale, alors l'intervenant précédent, l'animateur précédent vient de dire, il faisait une pub pour ses bouquins. Eh bien, mon tout premier livre, en 1988, s'intitulait « Vers une gestion stratégique des ressources humaines ». Vous voyez, c'était un livre un peu précurseur, parce que la fonction a effectivement mis un temps assez long, et je pense que cette crise, on va en parler avec nos interlocuteurs, a joué un rôle d'accélérateur, comme on vient de l'entendre d'ailleurs dans la table ronde précédente. Alors, sans plus attendre, parce que nous sommes très contraints par le temps, il faut avoir absolument terminé à 18h30, n'est-ce pas, Nicolas? Absolument. Donc, je vais laisser la parole à nos trois interlocuteurs pour environ 5-7 minutes d'exposé liminaire, et après, on va s'engager dans un débat, alors aussi bien avec moi qu'avec vous, parce que ce qui est quand même beaucoup plus important, c'est que vous soyez vous-même acteur. Alors, Anne, tu vas être la première à nous parler de Naval Group, une belle entreprise qui avait un nom, tu vas nous expliquer rapidement l'histoire, nous donner quand même un tout petit peu de contexte sur cette entreprise, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde, et puis nous essayer de répondre un tout petit peu à cette question, voilà, sur l'évolution de la fonction vers un rôle plus stratégique. Alors Anne, c'est à toi. Merci, bonsoir à tous. Donc effectivement, je travaille au sein d'une entreprise du secteur de la défense qui est un fleuron. Anne, vous êtes en mute. Ah non, moi c'est ah non, Non, c'était bon. C'était bon, Anne. Très bien. Donc Naval Group, c'est une entreprise du secteur de la défense qui agit sur la construction et la maintenance de bâtiments de surface, donc des bateaux et des sous-marins. C'est un groupe qui a 400 ans d'histoire, donc qui a un fort ancrage national, mais qui, depuis plusieurs années, connaît une forte croissance à l'international, en particulier avec un gros programme dont vous avez sans doute entendu parler, qui est un programme australien. Et donc, c'est un groupe qui comprend 15 000 collaborateurs, évidemment en France, mais aussi dans 18 pays dans le monde. Voilà, pour resituer le contexte de Naval Group. En termes de RH, si je devais dresser un panorama des années qu'on a vécues, je distinguerais au moins 3 phases clés de notre fonction RH. Alors, il y a 15 ans, 20 ans, comme tous, on avait une fonction RH qui était avant tout une fonction positionnée sur le transactionnel, avec, on va dire, c'est le temps de la gestion du personnel, parfois de l'administration du personnel. Et puis, on est passé, il y a plus de 10 ans, par une phase que je qualifierais d'efficacité opérationnelle. Et donc là, on a mis en place nos grands SIRH, nos suites SIRH, on a standardisé, optimisé nos processus, et c'est aussi une période qui est marquée par la mise en place de centres d'expertise, centres de services partagés. Donc vraiment, le temps d'une fonction RH de service qu'on continue à incarner, mais centrée sur, on va dire, l'efficacité opérationnelle.
Et ce qu'on connaît depuis et qui se renforce depuis, je dirais, 5 ans, où ça devient vraiment un rôle prédominant, c'est le rôle stratégique. Il y a quelques indices qui le révèlent. Déjà, notre DRH est membre du COMEX, c'est une évolution qui voilà, est importante. Et ensuite, on a, pour vous solliciter un autre exemple que je trouve parlant, c'est qu'on a un programme de transformation qui s'appelle Naval 2025 qui vient d'être lancé par notre nouveau PDG. Et un des 4 piliers, c'est le pilier talent. C'est la première fois qu'on accorde autant d'importance et de mise en visibilité à nos sujets. Et c'est parce qu'ils sont stratégiques et parce qu'on est devenu vraiment stratégique et reconnu comme tel. Alors là encore, pourquoi finalement et qu'est-ce qui le révèle? C'est qu'on a, Naval Group, nous, un positionnement qui est assez atypique. On a effectivement des programmes d'une très grande complexité et d'une très longue durée de vie. Cette caractéristique fait qu'on a des compétences rares qu'il faut qu'on monitore. Et par ailleurs, on a un contexte démographique qui est inédit. Alors, comme beaucoup d'entreprises françaises, mais avec ce temps long d'acquisition des compétences qui est vraiment notre clé. Donc, on a, dans les 10 ans à venir, on a près de 6 000 départs à la retraite. Vous voyez, sur un groupe de 15 000, c'est quand même important. Et on a un tiers de nos collaborateurs qui ont moins de 5 ans d'ancienneté. Et ajouté à cela, on a le fait qu'on a des temps longs d'acquisition de compétences. Par exemple, un soudeur coque épaisse, il faut savoir qu'il faut 5 ou 10 ans pour le former. Donc, vous voyez, c'est une illustration de la difficulté, de la complexité de notre métier. Et encore, facteur qui, je pense, est à souligner, c'est la complexité et la multiplicité de programmes. Donc, par exemple, on a un programme qui est le programme australien que je citais il y a quelques minutes. Notre programme australien, il faut voir qu'on a à la fois, évidemment, à assurer un défi technologique, mais aussi un défi humain, puisqu'on doit assurer la montée en compétences en Australie de milliers de collaborateurs. On a monté un appareil de formation sur des technologies qui sont aujourd'hui assez peu connues. Et on a à organiser, planifier un certain nombre de flux de main-d'œuvre d'Australiens qui vont venir en France pour se former, puis revenir en Australie également. Et donc, je pense que c'est sur ces sujets-là de Strategic Workforce Planning qu'on a commencé à prendre cette place de partenaires stratégiques au sein de Naval Group. Bon, alors avant de laisser la parole à Nicolas pour nous parler d'un autre environnement où le temps est beaucoup plus court, même si Nicolas, il faut du temps pour développer des produits chez L'Oréal, mais c'est quand même des temps sensiblement plus courts. Moi, j'ai une question. Si tu dis que le SWP, le Strategic Workforce Planning, a été un des éléments clés qui positionne cette fonction à un niveau plus stratégique, est-ce que c'est lié au fait que vous avez pris conscience, évidemment, naturellement, que la pyramide des âges devenait un tout petit peu inquiétante, notamment avec 6 000 départs, comme tu le dis, dans les années à venir, sur des métiers où l'acquisition de compétences et le développement est long? Est-ce que c'est ça, le fait que là, véritablement, on se rend compte que le capital humain est stratégique, finalement? J'allais presque poser la question différemment. Pourquoi on s'en était pas rendu compte avant? Alors, c'est vrai qu'il y a un aspect conjoncturel qui est, et on s'en réjouit, on a un carnet de commandes qui se remplit et Oui. Le fait de conjuguer plusieurs programmes, des programmes à l'export comme celui que j'ai illustré, mais aussi des programmes français, notamment le programme SNLE 3G, qui vont entraîner un certain nombre de besoins de façon concomitante à des phases clés. En fait, il va y avoir un besoin concomitant de compétences de niveau maîtrise et expertise et qui sont des compétences identiques. Et donc, c'est cette conjonction-là et le fait que la fonction RH, évidemment, ça faisait des années qu'on faisait nos pyramides, qu'on avait anticipé un certain nombre de flux de départ. Mais par contre, le besoin de nos programmes qui émanent de nos clients, et on s'en réjouit, a fait qu'on s'est retrouvé quand même dans une situation inédite et que nous, RH, vu qu'on avait déjà commencé à prendre entre guillemets, une longueur d'avance en prenant conscience de ces sujets-là, on a été en capacité de détecter qu'il y avait des risques et de proposer très concrètement des solutions de planification et donc des projections à 10 ans et se dire finalement, on va, notamment un des grands sujets sur lesquels on travaille, c'est d'accélérer les temps d'acquisition des compétences,
de façon à répondre à la conjonction de besoins identiques sur des compétences qui aujourd'hui sont rares. Voilà. D'accord. Et d'où l'intérêt porté évidemment à la question des talents, hein, dont tu es responsable. Dernière petite question, et puis Nicolas va nous éclairer sur l'évolution de la fonction RH de L'Oréal. C'est évidemment le profil du DRH, ou en l'occurrence de la DGRH. Est-ce que le fait qu'elle ne vienne pas vraiment de la fonction RH a servi un peu? Pour dire autrement, est-ce que c'est parce qu'elle vient du business que la fonction est devenue plus stratégique? Je pense que ça joue très honnêtement dans notre cas. Donc notre DRH s'appelle Karine Chanavas. C'est quelqu'un qui a un parcours très riche, qui a vécu en Chine continentale pendant 20 ans, qui a occupé des postes dans d'autres entreprises de la défense en termes de positionnement stratégique, qui a été directrice des achats au sein de Naval Group et qui effectivement est arrivée sur un poste de DRH en 2018. Et je pense qu'un des facteurs de crédibilité, alors ça ne veut pas dire qu'il faut que tous les DRH viennent d'autres horizons, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire. En revanche, le fait que ce soit quelqu'un pour lesquels les problématiques business, les problématiques de stratégie soient familières, évidemment que c'est un facteur de crédibilité, mais je pense que tous les RH, indépendamment du fait qu'on est des professionnels, et c'est bien d'avoir des profils experts qui ont évolué dans cette fonction, le fait de maîtriser ces problématiques-là, c'est gage de crédibilité, évidemment, auprès de nos interlocuteurs, y compris des COMEX. Merci Anne. La bonne nouvelle, c'est que là, on a 2 experts RH qui te suivent aussi également, hein. Et donc Nicolas, on ne peut pas dire que Nicolas n'est pas stratégique. Je veux dire, Nicolas a toujours été dans un positionnement stratégique. Alors Nicolas, est-ce que tu peux nous refaire en 5-7 minutes donc une évolution rapide? On reviendra un peu plus sur la question de la digitalisation et des data, hein, dans les questions complémentaires, comme on l'avait dit, hein. Donc Nicolas, c'est à toi. Merci, merci Charles-Henri, ravi de retrouver dans cette table ronde. Bonsoir à tous et merci Anne Cloteau de cette invitation. Donc L'Oréal, juste en 2 mots pour resituer un peu le périmètre du groupe, c'est donc un positionnement focalisé sur les produits de beauté. C'est 35 marques commercialisées par 62 ou 63 filiales. Certaines marques pesant plusieurs milliards de chiffre d'affaires et certaines marques pesant quelques dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, des marques vraiment de dimensions différentes. Pour un chiffre d'affaires total de 30 milliards d'euros en 2019, hein, les chiffres 2020. Le nombre de personnes, de collaborateurs, tu nous l'as dit ou pas? Ouais, pas encore. Il y a 88 000 personnes environ dans le groupe. 88 000, d'accord. 88 000 personnes pour 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Environ 14 000 en France. D'accord, ok, voilà. 14 000 en France, du fait notamment de la présence importante en France de sites de production et de sites de recherche et d'innovation. L'Oréal, c'est aussi plus de 4 000 chercheurs et un certain nombre d'entre eux sont basés en France. Donc, en fait, moi, je voulais rebondir sur cette question en parlant de la transformation digitale du groupe et la manière dont, en mettant les ressources humaines au cœur des enjeux de transformation digitale, finalement, ça avait permis de tirer vers le haut toute la fonction et de renforcer encore le rôle stratégique des ressources humaines chez L'Oréal. Donc, juste pour donner quelques points de repère sur où on en est dans notre transformation digitale. Tout d'abord, pour nous, le premier aspect, c'est évidemment le e-commerce. Le e-commerce représentait, pour mémoire, environ 3% de notre chiffre d'affaires en 2015. Ça va être en 2020 plus de 25% du chiffre d'affaires. Ouais. Et puis, on estime qu'à horizon 3-4 ans, ça va être 50% du chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que sur l'ensemble des aspects de la compagnie, depuis le marketing jusqu'à la production, la supply chain, et au cœur de tout ça, les ressources humaines, ça a un impact transversal majeur. Le deuxième chiffre important que je voulais partager avec vous, c'est l'importance des médias digitaux chez nous. Le média est au cœur de notre activité. Le groupe L'Oréal, c'est le 3e annonceur mondial. Et en 2015, on dépensait environ 12% de nos budgets médias sur des plateformes digitales. En 2020, ça va être autour de 60%. Donc, ça a complètement revu aussi la façon dont on travaillait de nos médias. Et puis, le troisième point, c'est que les technologies digitales ont complètement réinventé aussi le marketing, puisque, pour vous donner juste un chiffre, aujourd'hui, on a environ 1 milliard de visiteurs par an sur nos sites web, qu'ils soient marchands ou non. Et c'est pour nous autant d'occasions d'interagir directement avec nos consommateurs, alors qu'auparavant, finalement, le groupe L'Oréal
vendait à Sephora, à Leclerc ou à Walmart ou à des centres de coiffure ou des pharmacies, mais il ne connaissait pas directement son consommateur. Donc du coup, c'est une révolution vraiment importante. Et en fait, la transformation digitale initiée et accélérée au sein du groupe depuis 5 ou 6 ans a renforcé le rôle stratégique des ressources humaines en mettant l'humain dans toutes ses dimensions au cœur de la transformation digitale avec un motto très clair qui est une conviction très claire qui est qu'il n'y a pas de transformation digitale réussie sans une transformation RH réussie. Donc, en fait, concrètement, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'on a fait? Alors, les paroles, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait concrètement pour le démontrer? D'abord, c'était avant que moi, je prenne ce job au sein du groupe. C'était il y a 5 ou 6 ans. À l'époque, j'étais encore DRH de L'Oréal Allemagne. Il a été décidé de cibler, il a été décidé de définir les populations prioritaires, finalement, en matière d'upskilling et de reskilling. Donc, la première population prioritaire, il a été décidé que c'était les 1000 seniors exécutifs du groupe, les patrons des pays, les patrons de nos marques, les patrons de nos business units dans les différents pays. Et notre population prioritaire, c'était celle-ci. C'est le vieil adage, un escalier, ça se balaye par en haut, finalement. Absolument. Ouais. Absolument. L'inverse étant, comme tu le sais, Charles-Henri, c'est le poisson pourrit toujours par la tête. Par la tête, oui, absolument. Donc, je te laisse choisir la bonne approche. Donc, ça, c'était le premier point. La deuxième population prioritaire, ça a été nos 4000 marketeurs dans le monde. L'Oréal est une entreprise de marketing, avec un fonctionnement d'abord et avant tout très marketing, avec des dirigeants qui sont issus de la filière marketing. Et donc, les 4000 marketeurs partout dans le monde, c'est pour nous, ils sont au cœur du fonctionnement de l'entreprise, ce sont les futurs dirigeants du groupe et ils drivent finalement le fonctionnement de l'entreprise au quotidien, évidemment dans le développement des produits, mais jusqu'à leur commercialisation ou leur distribution via la supply chain. Donc, deuxième population prioritaire, nos 4000 marketeurs. Et puis, troisième population prioritaire, le patron du groupe à l'époque a décidé que la troisième population prioritaire, ça devait être la population ressources humaines. En disant que, en ayant un statement très fort, si les équipes RH partout dans le monde ne comprennent pas tous les enjeux de la transformation digitale, n'intègrent pas ça dans leur mode de fonctionnement et ne se mettent pas en première ligne aux côtés des patrons du business pour porter cette transformation, il ne se passera rien. Et donc, ça veut dire que au même niveau que les seniors exécutifs du groupe ou que les populations marketing, on a eu nos équipes ressources humaines, environ 1500 personnes partout dans le monde, qui ont été considérées comme des populations prioritaires, donc à commencer par le comité de direction ressources humaines du groupe qui a suivi toutes les formations qu'on a pu initier. Donc ça, c'est une première façon de mettre l'humain au cœur de la transformation. Et puis après, c'était un plan d'action complet. L'idée, c'est absolument pas de rentrer dans le détail, mais ça a été de définir quelles sont les compétences dont on a besoin. Et c'est ainsi qu'on a recruté plus de 2000 personnes en 5 ans. Aujourd'hui, les métiers digitaux chez nous, c'est environ 2500 personnes. Donc, quelles sont les compétences nécessaires pour accélérer cette transformation digitale? Et on a été dans une logique très volontariste d'achat extérieur de compétences qu'on n'avait pas en interne. Le groupe L'Oréal est réputé et connu pour promouvoir beaucoup en interne. Donc, on promeut en interne, mais on a fait le constat qu'effectivement, si on ne voulait pas prendre du retard, il fallait acheter à l'extérieur les compétences qu'on n'avait pas, donc avec des plans de recrutement ambitieux. Le deuxième levier, c'était évidemment les programmes de formation qu'on a baptisés en interne Digital Upskilling, qui a été déroulé évidemment auprès des populations prioritaires, mais aussi auprès de l'ensemble des collaborateurs du groupe. On a formé en 5 ans plus de 46 000 personnes avec des approches diverses et variées, depuis le reverse mentoring jusqu'au learning expédition, en passant par le online learning, donc vraiment toute la palette de ce qui était possible. Et le troisième levier RH, finalement, les compétences, l'upskilling. Et le troisième levier important sur lequel on a beaucoup travaillé, ce sont évidemment les organisations et les ways of working, les modes de travail. Quand on recrute 2000 personnes partout dans le monde sur ces nouveaux métiers, les questions d'organisation, de dimension des équipes et de mode de fonctionnement sont vraiment critiques. Typiquement, tu l'évoquais à l'instant, Charles-Henri, sur des sujets comme la data qui sont par nature très, très transversaux finalement et qui peuvent impacter les différentes on va y revenir dans une éléments question de la valeur. Ouais. Donc voilà, en quelques mots, et dans mon rôle, il y a clairement parmi les responsabilités un enjeu de montée en compétence permanente de la fonction RH sur ces enjeux digitaux qui ne terminent jamais. Il n'y a pas de, quelqu'un disait, j'aime beaucoup, il n'y a pas de ligne d'arrivée dans une transformation digitale. L'objet, c'est pas de porter l'entreprise d'un point A à un point B, mais c'est de faire en sorte que l'entreprise soit
confortable avec le changement permanent, soit fit for change, comme disent nos amis anglo-saxons. Et donc, ça fait partie de cette mission quotidienne des équipes ressources humaines partout dans le monde. Oui, merci Nicolas. D'ailleurs, je fais juste une petite remarque. Une de mes anciennes étudiantes d'HEC qui vous a intégré il y a quelques années au niveau du learning a monté, je crois, une séquence sur les questions posées par le télétravail qu'on a abordé dans la table ronde précédente et en essayant de développer de vraies nouvelles habitudes quelque part. Hein, parce que, comme je l'ai écrit pas mal, le télétravail, c'est bien joli, mais tout ce qu'on a dit depuis quelques mois, le télétravail étant la révolution du travail, c'est une grosse plaisanterie parce que ça existe depuis très longtemps. Simplement, la crise, effectivement, la crise sanitaire a amené beaucoup d'entreprises françaises à vraiment découvrir ce qu'était le télétravail. Et j'ai observé qu'il y a eu toute une séquence que vous avez préparée. Je l'ai même vu sur LinkedIn avec, je parle de Yasmina. Hein, d'accord ? Oui. Alors, on va passer la main à quelqu'un qui est assez loin. Hein. Il est quelle heure chez toi, Isabelle? Bientôt midi, c'est ça? Oui, presque midi. Donc, Isabelle, que peux-tu nous dire du Canada, du Québec? Parfait, parfait. Bien, merci beaucoup. Merci Charles-Henri. Merci Anne Trétou pour l'invitation. Premièrement, au Canada, vous voyez, il y a de la neige aujourd'hui. Alors, on est chanceux. Le paysage est très beau. Je vais peut-être commencer par introduire un petit peu BRP. BRP, c'est Bombardier Produits Récréatifs. Alors, c'est une compagnie qui est dans l'industrie des sports motorisés. On a un siège social au Québec, mais on est présent là, dans plus de 120 pays à travers le monde. Alors, on a vraiment une portée internationale, chiffre d'affaires de 6,1 milliards, plus de 12 000 employés aussi à travers le monde. On a 12 sites manufacturiers dans 6 pays, alors aux États-Unis, Canada, Mexique, Finlande, Autriche et l'Australie. Et c'est 9 marques, nous, dont peut-être la première qui a été créée, là, la motoneige Ski-Doo, mais c'est 9 marques qu'on représente. Alors, BRP a été créé en 1942. On était à travers Bombardier, on est devenu BRP en 2003, puis on est devenu une organisation publique en 2013. Peut-être vous parler également de la raison d'être de l'entreprise, parce que c'est quelque chose qu'on a revu il y a 2 ans. Alors, on a vraiment fait le virage de produit à expérience. Et la raison d'être, c'est vraiment de transporter les gens et de leur faire vivre des expériences émotionnelles. Donc, il y a le transport sur la distance, mais il y a vraiment le transport des expériences émotionnelles. Et à ce moment-là, on a prévu aussi pour refaire les valeurs. Donc, la fonction ressources humaines a revu les valeurs de l'organisation. On a 4 valeurs là, qui sont véhiculées chez BRP. La première, c'est la passion d'aller constamment de l'avant. On dit toujours, si c'est pas fait avec passion, mais c'est juste pas BRP. La détermination, alors livrer en fonction de nos engagements. Chaque employé agit vraiment comme un actionnaire, comme un propriétaire de l'organisation. L'ingéniosité de défier les conventions. Donc, on est obsédé à faire différemment, à mieux faire constamment. Et la 4e valeur, qui est la valeur là, de confiance, que ce soit entre le management et les employés et le management, mais également avec nos investisseurs, avec nos fournisseurs. Alors ça, c'est un peu pour l'intro de BRP, qui on est. Maintenant, pour répondre plus concrètement à la question là, au niveau ressources humaines, comment l'évolution du rôle stratégique se fait, je commencerai par parler data, technologie, super important pour BRP, mais on voit ça vraiment comme un ticket d'entrée. Alors, pour nous, c'est vraiment ce qu'on fait avec le data, avec la technologie, mais vraiment en une adéquation avec notre culture. Je vous ai parlé de la raison d'être, les valeurs. Alors, comment le data se colle à qui on est, au DNA de l'entreprise, et également comment le data fait pour rencontrer les objectifs d'affaires de l'organisation, puis parle à la business. Et je vais vous parler plus précisément, Anne t'a parlé de talent dans pilier stratégique. Une des grands projets ou d'initiatives de mindset que je veux vous parler, c'est l'expérience employée. Alors, nous, BRP, grâce au data, l'expérience employée aujourd'hui est un des piliers stratégiques, des 4 piliers stratégiques de la mission 2025 de l'organisation. Fait, comment on est arrivé à l'expérience employée? Ça a commencé en 2018 quand on a revu notre raison d'être. On en a profité pour revoir les valeurs. Et à ce moment-là, on a également fait la réflexion de dire, OK, si on veut faire vivre des expériences émotionnelles à nos clients, on voudrait faire vivre le même genre d'expérience également à nos employés. Puis à ce moment-là, vivre vraiment la puissance de combiner le customer experience avec l'employee experience. On a suivi 3 processus ou principes directeurs dans cette réflexion-là.
Fait qu'on a commencé avec le data comme ticket of entry. On a regardé les sondages d'engagement qu'on avait, soit avec Qualtrics, soit avec Office Vibe. On a également fait de la recherche. On est allé voir plus de 420 employés de partout à travers le monde. On a fait des focus groups pour mieux comprendre c'était quoi leurs attentes, leurs besoins en termes d'expérience employée. Après ça, avec le data en main, on est allé faire un hackathon. Fait qu'encore une fois, on a fait participer 20 employés provenant de 7 pays. On les a amenés au Québec pendant 3 jours. On a brainstormé. Ils sont arrivés avec 120 idées, 50 projets hyper prometteurs, puis il y en a 8 qui fait partie du roadmap stratégique de l'organisation. Et le troisième principe directeur qu'on a suivi, c'est qu'on a fait ça avec le management comité. Donc, le management a suivi l'évolution de la réflexion d'employee experience et c'est le management qui a décidé de mettre l'expérience employée dans la mission 2025. Alors, ça aurait pu être les gens, ça aurait pu être la culture, mais c'est vraiment l'expérience employée qui a été décidée de mettre dans notre mission 2025. Et je dirais que la part stratégique, c'est justement de commencer une réflexion RH puis que ça devienne un mindset, un état d'esprit de l'organisation et approprié par l'entièreté de la business. C'est à ce moment-là pour nous qu'on peut dire que la fonction RH joue un rôle stratégique. Donc, mission 2025, on a 4 piliers, la croissance, le lean, le customer experience et l'employee experience, avec un focus vraiment sur la protection de la santé, sécurité et du well-being de nos travailleurs, créer ces moments meaningful, ces moments that matter, qui vont donner des expériences émotionnelles. Ça passe par le leadership, alors vraiment développer nos leaders, être de meilleurs leaders pour livrer le plan 2025 puis développer le potentiel de leurs gens. Et également, on a défini c'est quoi les key differentiators, donc les éléments qui nous différencient comme organisation chez BRP, pourquoi les gens viennent travailler chez BRP, pourquoi les gens restent chez BRP. Et c'est sur cela qu'on veut mettre l'emphase. Fait que c'est vraiment data, culture, puis répondre à un besoin business qui a drivé la réflexion d'Employee Experience. Merci Isabelle. Vous voyez, 3 entreprises, 3 cultures, 3 business différents et des pays différents. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Alors, on va venir sur quelques thématiques qu'on a un petit peu préparées. Alors, évidemment, pour Nicolas, c'est du pain béni parce qu'on parlait de maturité digitale. Alors, je vais simplement vous parler, et Isabelle, tu disais en préparant que c'était peut-être pas le point très fort, mais c'est très bien. À la limite, on a des tas de situations différentes. Cette maturité digitale pour la fonction RH, alors elle est où là dans vos entreprises? Alors je parle surtout à Anne et évidemment à Isabelle et peut-être à Nicolas, mais Nicolas en a déjà pas mal parlé. Alors Anne, tu peux peut-être intervenir sur cette question de la maturité. Est-ce qu'il y a des pistes de progrès? Où est-ce que vous voulez vous améliorer? Voilà. Alors, c'est vrai que, comme toutes les entreprises, on a outillé, on va dire, notre fonction RH. Donc, on a, comme toutes les entreprises, voilà, des suites SIRH. On a, comme je disais, on a investi dans des outils stratégiques workforce planning. On travaille régulièrement avec des startups. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Naval Skills, qui vise à finalement mieux mapper nos compétences, y compris nos compétences dormantes. Vous l'avez compris, c'est notre enjeu stratégique. Et à travers des solutions de matching, finalement, à optimiser la rencontre entre des appétences de nos collaborateurs, leur niveau de compétences actuelles et nos besoins. Donc, on a, on va dire, je pense, une roadmap digitale RH qui est assez robuste. En revanche, le constat que l'on fait, c'est qu'on n'a peut-être pas autant franchi le cap que ce que décrivait Nicolas en termes d'acculturation de la fonction RH. C'est un sujet pour nous qui reste un sujet de progrès. Alors, on est tous dans l'amélioration continue, mais c'est vraiment notre préoccupation que de s'assurer qu'il y a cette acculturation qui se fait. Donc ça, Anne, c'est d'autant plus important, comme l'a dit Nicolas, que la volonté du président, ça a été de dire s'il y a quelqu'un vraiment qui doit faire l'objet d'une attention particulière, c'est la fonction RH, parce qu'elle est à la fois pour sa propre transformation, mais encore plus important
pour embarquer les managers, pour embarquer tous les autres, j'allais dire, dans cette transformation. Et d'après ce que j'ai compris de ce que disait Nicolas, Nicolas, tu peux peut-être confirmer, c'est véritablement la volonté pour la fonction RH de comprendre les enjeux quasiment dans leur fonctionnement au quotidien pour ensuite faire faire en fait quasiment de l'éducation partout dans l'entreprise en quelque sorte. Je ne parle pas uniquement des marketeurs. D'accord ? Non, je confirme, il y a un parallèle qu'on cite souvent et qui est pertinent, c'est la capacité des marques à personnaliser leurs relations avec leurs consommateurs via la data. Et le parallèle est assez vite établi avec la capacité des entreprises et des équipes ressources humaines à personnaliser jusqu'à un certain point la relation avec chaque collaborateur, finalement, de manière à pouvoir apporter via la data les réponses pertinentes et au bon moment en termes de formation, de bénéfices, de carrière, etc. Et je n'aurais certainement pas la prétention de dire qu'on fait bien les choses. Il y a encore plein de choses qui doivent être mises en place, mais je pense que cette capacité des équipes RH à personnaliser leur approche, qui n'est pas inscrit dans les gènes finalement des fonctions RH qui ont pu avoir une approche collective au cours des décennies précédentes, est un des points d'ajustement et d'adaptation pour nous, comme sans doute pour d'autres entreprises. Anne, excuse-moi, veux-tu compléter la réponse? Oui, effectivement. Donc, pour justement contribuer à cette plus forte acculturation, on a déjà structuré, nous, au sein de la DRH de Naval Group, une fonction dédiée à la data. Et donc, c'est une fonction qui finalement irrigue l'ensemble de l'organisation. C'est une fonction de PMO. PMO qui sont là pour nous aider et aider chaque collaborateur à franchir le pas finalement de « OK, on faisait du reporting il y a quelques années. Là, ce qu'on nous demande, c'est de faire du décisionnel augmenté, entre guillemets. » Et ce n'est pas du tout la même chose. On voit bien que ce qu'on attend, notamment de nos HR VP auprès des équipes et des managers, c'est de jouer ce rôle, effectivement, cette capacité à personnaliser, mais aussi cette capacité à avoir le positionnement stratégique qu'on décrivait un petit peu plus tôt. Et ce n'est pas le même rapport à la data que, évidemment, de faire simplement du reporting. Oui, comme on le fait depuis 1977 avec le bilan social en France. Et le bilan social est une sacrée innovation, hein. Il y a très peu de pays qui avaient à l'époque un outil de reporting. Si tu regardes les travaux de mon collègue et ami Jean-Marie Peretti, qui est très connu, il l'a dit dès les années 80, même la fin des années. Donc, voilà. Donc, la data. Alors, la data, j'avais une petite question complémentaire, mais ça, on pourrait peut-être y revenir. D'autres éléments de complément sur le niveau de maturité digitale? Tu as dit la piste de progrès principale, c'est l'acculturation de la fonction RH, c'est ce que je comprends. Voilà, effectivement, pour nous, c'est cette partie-là qui est importante. Après, on travaille également beaucoup sur l'expérience collaborateur pour rejoindre Isabelle. Et clairement, nous, on a un enjeu très fort de digital workplace. Hein. Donc, c'est très concrètement, c'est arriver à digitaliser l'environnement de travail, y compris, puisque vous l'avez compris, on est une entreprise de production, donc y compris dans nos ateliers auprès de nos ouvriers techniciens. Et c'est vrai que c'est un enjeu très fort pour la fonction RH, et donc on investit beaucoup pour notamment mettre en place des chantiers écoles qui reposent pleinement sur le digital. Et donc ça, c'est un axe qui est très important dans notre feuille de route RH, que vraiment de faire qu'au quotidien, le digital soutienne la vie des équipes et facilite, bien entendu, la capitalisation, la formation et l'engagement de tous. Et ceci d'autant plus que Anne, tu nous as dit que près de 6000, je suppose, ce sont des anciens, vont partir, qui étaient un peu moins geeks, et qu'il y en aura autant qui seront. Alors, ça va augmenter, parce que s'il y a déjà un tiers de jeunes qui sont par nature digitaux, on va dire, ils attendent que leur entreprise le soit. Alors, Isabelle, la maturité digitale, tu me disais honnêtement qu'il y a encore un des points d'amélioration, d'après ce que je comprends, c'est ça? Oui, absolument, absolument. Je répondrais probablement simplement qu'on est à un niveau intermédiaire. Alors, on a commencé en 2013. Donc, en 2013, on a fait la réinvention de la fonction ressources humaines. Alors, on a revu le modèle.
avec les centres d'excellence, avec les business partners plus stratégiques, avec les centres de services partagés. On a à ce moment-là implanté des technologies centrales, les modules talents, les modules de rémunération. Donc, ça a débuté en 2013. Le dernier programme plus digital, c'est tout ce qui est les plateformes d'apprentissage qu'on a fait l'année passée en 2019. Alors, vraiment le micro-learning. Et encore une fois, pour refaire le lien, dans le micro-learning, il y a vraiment un chemin qui est très sur les valeurs, sur la raison d'être de l'organisation, un chemin qui est sur le leadership et un qui est très orienté sur notre mission 2025 avec des capsules sur l'électrique, sur la digitalisation, sur l'expérience client. On a également digitalisé toute la pratique d'assessment. Alors, à travers la pratique d'assessment, on est allé chercher des données, des benchmarks, autant sur nos meilleurs leaders chez BRP, c'est quoi leurs compétences, que l'externe. Et ça, bien nécessairement, ça nous donne un avantage compétitif autant en recrutement que quand on arrive pour développer nos gens. Fait que je dirais niveau intermédiaire, piste de progrès, un peu comme Anne, il faut l'amener dans notre culture, il faut que ça fasse partie de notre mindset. Ouais. Et je dirais garder l'intégrité du data. Alors, si on veut passer de HR Insight à Business Insight, on a encore un petit peu de travail à faire sur… Oui, enfin, il faut quand même reconnaître, chaque entreprise a son histoire, chaque entreprise a son parcours. Je veux dire, il n'y a pas de bon et de mauvais, quoi. Je crois qu'il faut être réaliste. Alors, avant de vous poser 2 ou 3 questions là, qui viennent du chat, parce que si nos auditeurs ne sont pas intégrés, on n'est plus dans le digital, je vais quand même vous poser la petite question que j'avais prévu de vous poser. Là, c'est pour vous titiller un peu. C'est sur les startups RH, puisqu'il y a un concours de startups là, dans cet événement. La France, d'ailleurs, est particulièrement dynamique en matière de startups et particulièrement dans le startup RH, puisque le Lab RH est co-organisateur, co-sponsor de cet événement. Est-ce que vous faites des innovations? Vous avez fait, alors je crois que c'est Anne qui disait que tu avais utilisé une ou des startups RH. Nicolas pourra peut-être nous en dire un mot. C'est en quoi les startups sont des petits aiguillons qui font évoluer un peu la fonction RH aussi. Je reste sur Isabelle. Est-ce que tu me disais que vous n'aviez pas encore beaucoup de collaborations, hein, c'est ça? On a quelques collaborations. Bien entendu, le but d'être ici aujourd'hui, c'est de s'exposer à en avoir plus et de s'ouvrir à d'autres horizons, mais nécessairement, compte tenu de l'ampleur de l'organisation, on prend souvent des solutions plus éprouvées. Mais notre site carrière, aujourd'hui, on est en train de faire un incubateur avec le vidéo entrevue. On a S4Key qui est suédois, qui est une start-up aussi un Google de la littérature des meilleures pratiques en leadership. Alors, veut pas, on est une compagnie d'innovation, d'expérience. Alors, on commence à explorer de plus en plus les startups. Nicolas, comment vous utilisez, est-ce que vous utilisez des startups, des petits aiguillons RH là, pour faire… Oui, j'aime bien le terme d'aiguillon parce que je pense que c'est ça en fait, cette idée que ces startups aident à remettre en cause, aident à remettre en perspective certaines de nos pratiques. C'est aussi un bon benchmark finalement sur ce que font d'autres mieux que nous dans plein de domaines. Alors c'est marrant parce que le hasard du calendrier faisait que j'avais un rendez-vous ce matin avec une startup du Lab RH. Avec qui j'avais discuté il y a 9 mois ou 1 an, puis on avait fait connaissance à Ivatech il y a 3 ans. Donc c'est aussi un parcours qui est parfois long et un peu compliqué côté startup, et je m'en excuse auprès d'elle, hein, parce qu'il faut pouvoir trouver la bonne équipe avec laquelle on va pouvoir faire le bon POC, le bon pilote, etc., avant de pouvoir scaler. Donc c'est vrai que les portes d'entrée dans les grands groupes sont vraiment multiples, hein. Et ça s'apparente parfois à un parcours du combattant, mais on a eu quelques réalisations intéressantes. Centralement ici à Paris, il y a parfois une plus grande agilité opérationnelle, une décision un peu plus autonome dans les pays qui facilite du coup des relations avec les startups plutôt dans les pays. Et puis notre système de gestion des candidatures qu'on a retenues qui avait été sélectionné il y a 5 ou 6 ans, était à l'origine une start-up, en fait, qui est devenue depuis une grande entreprise et qui a essaimé dans d'autres grands groupes. Mais à l'origine, c'était vraiment une start-up non française qui avait été sélectionnée par le groupe et on avait grandi ensemble. Donc, c'est des belles expériences. Il faut trouver le bon endroit et le bon moment pour le faire. Donc, la fonction RH peut faire de l'innovation ouverte.
Bien sûr, non, non, c'est indispensable. Non, non, Oui. c'est indispensable. Encore une fois, moi, je suis persuadé. Enfin, l'innovation ouverte, l'open innovation est indispensable à l'innovation de demain. Donc, on a certainement pas. On peut avoir 4000 chercheurs au sein du groupe. On n'a certainement pas le monopole de l'inventivité, de la créativité dans les produits cosmétiques. Donc, au contraire, s'ouvrir est un gage d'innovation, de créativité. Et Anne, tu veux Oui. sur les startups juste Oui, alors nous, paradoxalement, j'ai envie de dire, voilà, on est un groupe, comme je vous disais, on a un groupe qui a 400 ans d'histoire, mais en RH, en fait, on a toujours été ouvert, effectivement, à des startups. Alors, je vais citer un seul nom, mais qui n'est plus du tout une startup. C'est qu'à l'époque, on a fait le choix d'acquérir Talentsoft. Alors maintenant, Talentsoft, est très connu et très implanté. Et à l'époque, c'était un choix audacieux et on a participé à la construction de modules qui n'existaient pas. Et le DRH de l'époque avait fait effectivement ce choix décalé, mais qu'on a gardé entre guillemets notre ADN de la fonction RH, qui est de se dire finalement, ils apportent de l'innovation, ils font aussi bouger les gros poissons, entre guillemets, parce que c'est comme ça aussi qu'on obtient des évolutions de roadmap, ce rôle clairement d'innovation disruptive qu'aujourd'hui jouent les startups, il est important pour que les grands SIRH fassent eux-mêmes bouger les lignes. Donc, on garde cet esprit-là, avec néanmoins, à force effectivement de s'outiller, on se rend bien compte qu'il y a des enjeux quand même d'intégration, d'expérience collaborateur, qui évidemment nous font dire qu'il faut pas multiplier, en tout cas il faut réfléchir à l'expérience qui va être celle de nos utilisateurs et donc comment les données vont communiquer entre elles. Ça, c'est un point évidemment, à force de maturité, on se rend compte que c'est un enjeu important. Alors, pour éviter que Julien, l'un de nos auditeurs, soit frustré, il pose la question, beaucoup d'entreprises ont des difficultés à recruter des profils digitaux et IT. Comment parvenez-vous à les attirer dans les RH? Alors, une réponse courte, est-ce que vous avez les uns et les autres une réponse à cette question compliquée? Tu veux, Anne, tu es à l'écran, tu veux répondre? Ah, d'accord, pardon. Oui, donc effectivement, nous, comment est-ce qu'on les attire? Je pense que on parlait de la raison d'être et quand même de l'intérêt de l'entreprise. C'est qu'on voit bien qu'au-delà de l'identité de l'entreprise, il y a un enjeu de transformation qui est très fort auprès de nos collaborateurs. Et la fonction RH, elle apparaît comme une fonction qui apporte de la valeur ajoutée et qui est effectivement pourvoyeuse de projets qui peuvent être innovants. Donc, nous, on a une équipe, clairement, on a une équipe, j'ai des collaborateurs d'une équipe SIRH qui aiment beaucoup le fait que nous, on a une certaine agilité, on a beaucoup de solutions SaaS, on est ouvert, comme je disais, à l'innovation. Et ça, ce sont des critères, je pense, qui séduisent ces profils. Donc, peut-être que je vois que Nicolas hoche, donc peut-être le même registre. Alors, Nicolas, comment on attire dans la fonction RH des profils IT? Oui, non, je pense que je pense que là, je dirais que c'est pas spécifique à la fonction RH finalement. Je suis assez tenté de dire que les mêmes critères vont permettre d'attirer des profils IT et digitaux dans l'ensemble des départements de l'entreprise. Clairement, les méthodes, l'agilité qu'évoquait Anne vont être un critère. Après, je pense que si vous avez un projet intéressant, ambitieux à offrir et qui offre la possibilité d'avoir un impact sur la compagnie, que vous travaillez dans une équipe RH, finance ou supply, vous pouvez être en mesure d'attirer des bons profils digitaux et IT. Donc, c'est un problème d'entreprise, en fait. Non, je dirais qu'il est presque plus difficile aujourd'hui de pourvoir qu'encore des postes IT sur des gros systèmes historiques que sur des projets agiles en SaaS, en fait, qui sont par nature beaucoup plus attractifs. Et donc, la RH est au même niveau, enfin, a les mêmes contraintes ou les mêmes avantages que les autres. Absolument, absolument. Avec en plus un côté un peu défricheur, parce qu'en fait, il y a tout à inventer. Donc, il y a évidemment, Anne citait Talentsoft, il y a deux, trois autres compagnies, mais après, il y a vraiment il y a une page blanche à écrire, en fait, sur la data RH et les technologies RH. Donc c'est ce qui permet d'attirer des entrepreneurs. Et Isabelle, comment vous faites au Québec? Tout à fait d'accord avec Anne et Nicolas. Je pense que c'est la même façon. Alors, je pense que la capacité à pouvoir bâtir une fonction, puis à pouvoir amener, encore une fois, la fonction digitale puis le data dans des enjeux stratégiques avec une raison d'être, c'est ce qui fait que les gens sont intéressés à venir. Puis après ça, ils font partie, oui, de la fonction RH, mais du grand groupe de centres d'excellence à travers BRP.
Alors, Isabelle, tu restes avec nous parce qu'il y a Catherine qui pose la question suivante, mais les autres ont le droit de répondre. Hein. Je n'interdis pas à Anne et à Nicolas de donner aussi leurs sentiments. Comment parvenez-vous à rapprocher les générations sur cette expérience collaborateur de plus en plus individualisée et digitalisée? Comment tu rapprocher les générations, hein? Oui, très bonne question. Quand on a fait notre recherche, je pense que c'est Catherine qui pose la question, quand on a fait la recherche, on s'est rendu compte que ce que les gens cherchaient comme expérience de leur employeur n'était pas si différent d'une génération à l'autre ou d'un pays, d'une culture à l'autre. Alors, je veux dire, chez nous, exemple, on fait des produits extraordinaires. Fait que le fait de pouvoir aller essayer le produit, rider le produit, c'est une des expériences. Le fait de travailler sur des projets importants pour l'organisation, c'est une expérience. Le fait de pouvoir aller travailler dans un autre pays et t'ouvrir à une autre culture, c'est le type d'expérience qui est recherché. Juste pour vous donner quelques exemples. Et on s'est rendu compte que c'est un peu un mythe, en tout cas chez nous. Il y a beaucoup plus de points communs entre les générations et les différents pays en termes d'attente d'expérience employée. Donc, en fait, une attente de quelqu'un comme moi qui suis un parfait baby boomer au milieu du baby boom, hein, et puis les jeunes Z, il n'y a pas de différence. Hein. Les jeunes Z sont ceux qui sont nés après 95 quand même. Non, mais je vais renuancer ma réponse. Je dirais qu'il y a un trait commun. Nécessairement, il y a une différence et c'est là qu'on arrive dans l'approche puis l'expérience personnalisée. Nous, au corporatif, on essaie de travailler sous ce qui a le plus de traits communs. Puis après ça, avec les différentes business dans les différentes régions, c'est là qu'on le personnalise. Mais il y a quand même, je dirais 70-80% qui est quand même un trait commun. Tout à fait. Anne? En fait, il y a une… Juste pardon, vas-y, Anne. Vas-y, pardon, Anne. Nicolas. Vas-y. Oui. Non, j'étais en fait, il y a un concept marketing qui s'applique assez bien à cette question. C'est toute cette idée, cette histoire de tribus et d'audience qui vont permettre de cristalliser une audience ou une tribu en particulier autour d'une marque. Je prends un exemple tout à fait bateau ou classique qui est que la marque La Roche-Posay, qui appartient au groupe L'Oréal, va naturellement attirer une audience très forte de consommateurs à la peau hypersensible. Voilà. Et au-delà des générations, leur point commun, c'est ça. Et en fait, dans l'entreprise, et je rejoins vraiment ce que dit Isabelle, on va avoir des points communs qui vont être transgénérationnels et qui vont être parfois surprenants. Je vais vous donner un exemple. Il y a des pays où culturellement on accueille chez soi ses parents quand ils sont à la retraite parce que culturellement, voilà, les familles vivent sous le même toit, etc. Et en fait, on se rend compte que les préoccupations des parents d'enfants en bas âge vont être les mêmes que les préoccupations de ceux qui accueillent leurs aînés chez eux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, c'est au contraire deux générations complètement éloignées, mais qui, en termes de gestion du temps, flexibilité, possibilité de télétravail ou autres, vont avoir, in fine, vont se retrouver sur des attentes communes. D'accord. Anne, sur cette question des générations rapprochées sur l'expérience? Oui, nous, en fait, je rejoins le point de la culture d'entreprise. En fait, notre ADN chez Naval Group, c'est nos savoir-faire, le goût de la technique. Et en fait, c'est là qu'on se retrouve parce que je vous disais, on a un challenge démographique important avec voilà, le fait qu'on a recruté dans les dernières années l'ordre de 4500 collaborateurs et on a aussi beaucoup de départs. Et en fait, cette transmission des savoirs qui est au cœur de notre culture d'entreprise et aussi de nos enjeux stratégiques, en fait, elle nous permet justement de digitaliser, de retrouver les générations sur un terrain qui est la culture d'entreprise. Et c'est pour ça que je disais, on a un enjeu fort de digitalisation du workplace autour de la transmission. Et donc, c'est pour ça, voilà, concrètement, nous, on a dans notre ADN ce qu'on appelle le matelotage. Donc, le matelotage, c'est le compagnonnage. Ça fait vraiment partie de ce que l'on pratique pour accompagner une jeune recrue par quelqu'un de plus expérimenté. Et on l'accompagne, par exemple, de tutos qui aident à apprendre ou à répéter un geste technique. Et c'est autour de cette transmission des savoirs que finalement, il y a plus, en tout cas moins, cette question du creuset de génération. Et alors, ce qui est formidable chez Naval Group, c'est que c'est une entreprise qui valorise vraiment les seniors. Hein, puisque, oui, non, mais forcément, puisque vous avez un temps si long que les seniors servent encore à quelque chose, ont encore une valeur. Hein, non, mais
Parce qu'il faut savoir quand même en France, je le dis pour Isabelle, on devient senior à 45 ans quand même. Donc moi, ça fait plus de 22 ans que je suis senior. Donc ça fait quand même un peu bizarre. Alors, j'ai Jean, là, Jean qui dit, vous parlez d'intégrité du digital. Qui s'occupe de ce sujet dans vos groupes et comment est-il abordé? Vous parlez d'intégrité du digital. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que Nicolas peut nous donner un peu un éclairage sur ce qu'est l'intégrité. Oui, bien sûr. Non, c'est une question très importante. Je ne sais pas si Jean fait référence à l'intégrité de la data, par exemple, Oui. mais qui est un sujet d'actualité sur plein de domaines et pas particulièrement RH. Donc, nous, on a mis en place une gouvernance data très précise qui définit un certain nombre de principes de collecte de la data avec l'assentiment du consommateur, de collecte de la data, de stockage de la data et de traitement de la data. Donc, c'est quelque chose qui est pris extrêmement au sérieux avec des correspondants dans l'ensemble des pays, dans l'ensemble des marques et qui a vraiment vocation à faire en sorte que partout dans le groupe, l'usage qui est fait de la data soit parfaitement non seulement naturellement conforme aux règles légales applicables dans le pays en question, mais aussi complètement en phase avec nos standards éthiques. L'équipe éthique ayant développé une pratique spécifique sur le traitement de la data. Oui. De ce point de vue-là, j'imagine que chez L'Oréal, mettant toutes les entreprises, là, vous avez quand même l'impact du RGPD européen. Quoi. Pour les pays européens, absolument. Non, mais si tu veux, l'Europe a quand même, et on le voit même aujourd'hui aux États-Unis, parce qu'il y a une poussée forte à quelque part copier ce qu'a fait l'Europe sur la protection des données. Je veux dire. Isabelle, quelque chose sur l'intégrité du digital? Non, rien à rajouter de plus. Je pense que Nicolas a bien couvert. Vous avez développé chez BRP aussi des programmes un peu de type européen sur la protection des données ou pas bien entendu, où on s'assure nécessairement avec nos départements légaux ou autres que la donnée est protégée, bien entendu. D'accord. Et Anne, j'imagine que… Oui, alors effectivement, à plus d'un titre, donc c'est vrai qu'on a de toute façon un certain nombre d'informations qui sont d'une grande sensibilité. Donc, effectivement, la data, c'est quelque chose, et l'intégrité de la data, c'est quelque chose qui, on va dire, inhérent à notre secteur d'activité. Oui. Après, on a structuré, comme beaucoup, une fonction de data office qui est chargée justement de mettre en place et de s'assurer du respect des règles d'intégrité de la data. Et puis après, nous, on a d'autres enjeux qui sont liés à nos produits. Et donc là, on est plus sur l'intégrité, on va dire, l'inviolabilité des données. On a des enjeux de cybersécurité qui sont très forts sur nos produits. Donc, on a une unité qui est spécialisée sur ces thématiques et qui s'assure que nos produits qui sont embarqués dans des bateaux ou des sous-marins sont tout à fait inviolables. Oui, mais Anne, c'est dans votre ADN depuis toujours. Les produits sont tellement spécifiques. Alors, comme il nous reste à peine 5 minutes et que je sais que Nicolas doit nous quitter absolument, j'avais quand même une question sur cette foutue crise sanitaire dont on n'est pas fini. On n'a pas encore fini. Est-ce que ça a eu un impact sur cette fonction? On a entendu d'ailleurs dans la table ronde précédente qu'il y avait un positionnement encore plus stratégique. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont évolué? Une réponse courte, parce qu'il nous reste à peine 5 minutes. Je peux commencer, puis je suis sûre que ça a été couvert dans la majorité des organisations, mais nous, on est une organisation manufacturière alors qui prônait beaucoup le présentéisme au travail. Donc, comme toute organisation, on s'est habitué rapidement, on a été drôlement agile à travailler plus à distance. Et je dirais que la grande découverte pour nous, donc oui, on s'est ajusté, on a vu qu'on était capable de protéger l'efficacité. Par contre, quand on parle d'innovation, quand on parle de connexion humaine puis de collaboration, on le voit qu'il y a un piège à travailler à distance 100% du temps. Alors, nous, ce qu'on va préconiser comme approche post-COVID, ça va être une approche de travail hybride dans lequel on va continuer d'offrir la flexibilité aux travailleurs, mais qu'on va demander aux gens d'être au moins 3 jours par semaine pour vraiment protéger cette culture people-là et d'innovation et de brainstorm. Est-ce que tu as l'impression, Isabelle, que cette crise a renforcé encore plus le rôle de cette fonction? Parce qu'il y a quand même beaucoup de patrons ici en France qui ont découvert qu'ils avaient un capital humain.
tout simplement parce qu'il y avait le capital humain était menacé quoi, en tant que tel. Est-ce que tu as le sentiment qu'elle a pris encore un positionnement, tu vois, c'est un peu ça. Oui, définitivement. Puis je pense que il y a des trends aujourd'hui en termes ressources humaines, que ce soit sur la flexibilité du travail, le travail à distance, le well-being, le leadership qui viennent de s'accélérer, puis qu'on doit adresser aujourd'hui avec nos organisations. Alors, Nicolas, une réponse rapide? Non, je pense que j'ai pas grand-chose à rajouter. Je crois que ça fait partie aussi des responsabilités de la fonction RH d'intégrer, alors naturellement, ces nouveaux modes de travail, mais aussi des tendances de fond sociétales finalement autour de la frugalité, de la sincérité, de l'empathie, qui doivent demain venir enrichir les séquences collaborateurs. Et puis sur une touche plus personnelle, j'ai vraiment été intéressé de voir comment ça a rebattu les cartes sur quels sont les métiers qui contribuent le plus à la société finalement. Ouais. Je ne sais pas si tu avais vu. Je trouvais que c'était des débats vraiment, vraiment beaux. Il y avait, je ne sais pas si vous avez écouté un podcast qui s'appelle « Ne gâchons pas la crise » d'un grand universitaire français et qui était, je trouve, inspirant pour la fonction ressources humaines. Donc, qui permet aussi de tracer l'avenir à partir de cette crise-là. Nicolas, je ne sais pas si tu as vu, j'ai commis à peu près 19 tribunes dans Entreprise et Carrière et l'une d'entre elles, fin mars, s'intitulait « Les héros de l'ombre ». Et remettre en cause la hiérarchie des emplois, parce que tu te souviens que Dominique Méda, la sociologue, fin mars, avait parlé de l'utilité sociale. Et j'ai opposé utilité sociale à utilité économique en disant simplement que les jobs à utilité économique, entre guillemets, étaient les mieux payés, étaient souvent des bullshit jobs, c'est-à-dire des jobs à la con, comme disait Greber, et les jobs sociaux à utilité sociale étaient souvent en bas de la hiérarchie. Donc la crise a révélé des jobs qui effectivement étaient… Oui, et dans nos entreprises, c'était aussi une manière de revisiter certains emplois et de remettre au bon niveau. Anne, peut-être le dernier mot quasiment. Alors, il y avait juste une dernière petite question de Jean-Claude, si on a le temps. Anne, par rapport à la crise. Alors, c'est vrai que moi, je pense qu'on est plutôt sorti renforcé dans notre positionnement stratégique, déjà parce qu'on a été au front pour adapter très rapidement nos organisations du travail. Et donc, il a fallu faire preuve d'une grande agilité. Donc, on a basculé massivement en télétravail. Nous, on a assuré en parallèle la continuité de l'activité. Et en juin 2020, 90% de nos collaborateurs avaient retrouvé une activité normale. Donc, ce positionnement-là est plutôt ressorti renforcé. Et puis ensuite, je pense qu'on a su innover durant la crise, à la fois pour maintenir le lien avec nos équipes et accompagner les managers. Et ça a vraiment été perçu et nécessaire. Et l'autre aspect, c'est que, par exemple, nous, on a su, je pense, jouer un rôle dans l'anticipation des risques dans une situation où toutes les équipes étaient éclatées. Et on a mis en place, par exemple, un dashboard qu'on a appelé signaux faibles, qui était destiné à la fois à se dire, finalement, est-ce qu'il y a des équipes qui peuvent être en risque du fait de l'absentéisme, du fait d'une sursollicitation, et à la fois à se dire, est-ce qu'on fait peser des risques sur l'activité, la continuité de notre entreprise, et comment est-ce qu'on peut, en anticipation, y remédier. Merci. Et ceci dans un contexte inédit de distanciation que des équipes. Merci Anne, c'était formidable. C'est Jean-Claude qui va être un peu frustré. Il avait une question sur quelles sont, selon vous, les compétences RH nécessaires versus une dimension stratégique. Et on laissera cette question ouverte. Alors, merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci à tous. Merci Anne. Merci Nicolas. C'est formidable. Anne, un dernier mot? Vas-y. Bien sûr. Merci à vous quatre, Isabelle, Anne, Nicolas et Charles-Henri pour ces échanges. C'est déjà la fin. Et oui, cet événement Smart RH Village francophone s'achève sur cette table ronde. Nous espérons que vous avez apprécié la qualité des échanges et la diversité des pratiques RH évoquées, partagées. Encore merci aux intervenants, à leurs équipes qui ont rendu cet événement possible. Merci également à vous, auditeurs francophones des 5 continents. Pas certaine que l'Antarctique soit représentée, donc je n'ai pas dit 6. Et merci à toutes les startups qui ont participé au concours. Vous faites désormais tous partie du collectif Smart RH du village francophone et nous aurons le plaisir de vous intégrer, de vous accueillir, pourquoi pas physiquement, sur nos prochains événements permettant de faire converger les décideurs RH, les startups, les médias, les investisseurs. On vous donne rendez-vous demain à partir de 14h, heure de Paris, à la grande journée Tech for Business et aussi pour encourager nos startups RH finalistes au concours de pitch. Et d'ici à nos prochains échanges, je vous souhaite de prendre soin de vous et de continuer à faire rayonner comme vous le faites la fonction RH. Juste un dernier petit point, je rajoute, merci à nos amis africains
d'Afrique occidentale et d'Afrique du Nord de nous avoir rejoints. Merci beaucoup. Merci à vous. Belle fin de journée. Bye bye. Bye.